L'émission que vous allez entendre est le libre entretien de Louis Mélènec consacré à la question des langues et il est daté du 19 septembre de l'an de grâce 2007. Bonjour Louis Mélènec. Bonjour à tous et à toutes. Nous avions consacré un premier entretien à évoquer un certain nombre de problèmes qui sont peu connus, à savoir des erreurs qui sont fréquemment commises concernant les langues. Nous avions intitulé ça le bêtisier, car effectivement, il s'en dit beaucoup et il continue à s'en dire beaucoup. Et donc au moyen d'arguments assez précis, nous avions démonté ce bêtisier pour que désormais on ne voit plus ces problèmes de la même manière. Donc cet entretien est le deuxième, il y en aura peut-être d'autres sur les langues, et nous allons démontrer aujourd'hui, ça va être notre thème, d'une part que dans l'histoire, jusqu'à une certaine époque, les pouvoirs en place, au temps des civilisations, disons des civilisations anciennes, ne se sont pas préoccupés de quelque façon que ce soit des langues. Et puis à une certaine époque, assez proche de nous, les choses changent, les États s'intéressent, en tout cas ceux qui sont centralisés, ceux qui ont un appareil administratif très développé, s'intéressent au problème des langues au point de s'en emparer, de contrôler l'enseignement et ce qu'on y met. La liberté donc en matière de langue disparaît. Et vous allez voir que le résultat de cette réflexion est assez étonnant puisque la prise de contrôle par les États des langues est un instrument d'asservissement et souvent d'acculturation. Si on jette un coup d'œil quelques milliers d'années en arrière, on s'aperçoit que les langues évoluent selon un phénomène spontané. Ainsi, on a sans doute, pour la plupart des auditeurs, on pense encore que l'Égypte a toujours été un don du Nil et que l'Égypte s'est confondue pratiquement avec le fleuve et la bande de terre très petite de part et d'autre du fleuve. En réalité, comme tous les pays du monde, l'Égypte a beaucoup évolué au cours de son histoire. Elle s'est étendue vers le nord, elle s'est étendue vers le sud, elle s'est étendue à l'est, à l'ouest, de telle sorte qu'à certaines époques, elle a envahi la Syrie, elle a envahi des pays que nous appelons aujourd'hui Israël, le Liban, la Turquie, la Grèce même. Je ne crois pas qu'elle soit allée beaucoup plus loin au nord. Elle s'est étendue également dans des pays que nous appelons aujourd'hui la Libye, la Tunisie, etc. Donc l'Égypte a été conquérante pendant une grande partie de son histoire et elle a essaimé partout dans ces pays qu'elle a conquis, d'une manière plus ou moins durable, les éléments de sa civilisation et en particulier sa langue. Et si l'on étudie ce phénomène à travers les documents que l'on possède, on s'aperçoit donc que la langue égyptienne n'a pas été seulement parlée de part et d'autre du Nil, mais qu'elle s'est étendue à une certaine époque jusqu'à la Grèce et sans doute au-delà. Ce phénomène a été parfaitement spontané. On n'a aucune preuve, on n'en aura jamais d'ailleurs, que les pharaons ou les souverains de l'Égypte aient agi pour que leur langue se répande. Pourquoi s'est-elle répandue? Elle s'est répandue spontanément parce qu'à partir du moment où l'Égypte a eu de vastes territoires sous son contrôle et où le centre stratégique se trouvait là où était la capitale de l'Égypte, il fallait bien que les provinces périphériques, qu'elles soient restées libres ou colonisées, ou simplement qu'elles fassent des affaires et du commerce avec l'Égypte, devaient évidemment utiliser le seul langage efficace pour parler et pour conclure efficacement les affaires avec le gouvernement de l'Égypte. Et donc, à un certain moment, de vastes territoires, sans qu'on le leur demande, se sont mis à parler l'égyptien. Et puis, un peu plus tard, la Méditerranée est dominée par la Grèce. La Grèce, vous le savez, va établir des comptoirs un peu partout sur le pourtour de la Méditerranée, notamment à Marseille, notamment sur les îles méditerranéennes, notamment dans le pays que nous appelons la Tunisie, et c'est le même phénomène qui va se reproduire d'une manière spontanée.
à savoir que les gens ayant besoin d'un outil linguistique pour communiquer vont évidemment se convertir à la langue grecque. Ce phénomène, il faut le souligner, va durer longtemps, parce que c'est une chose dont je me suis aperçu également en étudiant ces phénomènes linguistiques, c'est que même à l'époque où la Grèce est conquise par Rome, les élites romaines vont continuer à parler le grec. N'est-il pas vrai? Ah oui, on peut donner d'autres exemples. S'agissant de la langue grecque, ce qui est frappant, c'est que, bien sûr, l'empire d'Alexandre et des Diadoques, enfin, les divers États successeurs de l'empire d'Alexandre utilisent le grec, en font une langue véhiculaire, mais qu'en effet, c'est la langue véhiculaire de toute la partie orientale de l'empire romain et des élites de l'empire romain, dont on pourrait imaginer que la langue officielle soit le latin. On a un autre exemple, en effet, pour abonder dans votre sens, qui est frappant, c'est l'araméen. L'araméen est une langue donc sémitique, qui est proche donc de l'hébreu, enfin on ne va pas entrer là-dedans, mais cette langue est la langue véhiculaire de l'Empire perse, qui est pourtant un empire tout à fait différent et dans lequel tout le monde va parler araméen de façon spontanée. Oui, ni l'Empire romain ni l'Empire perse n'ont persécuté qui que ce soit, ni imposé véritablement leur langue au peuple qu'ils avaient soumis et qui n'ont pas toujours soumis de façon, comment dirais-je, pacifique. Et on ne peut pas dire que l'Empire romain, en toutes circonstances, a été pacifique. On a même des descriptions des répressions romaines qui sont assez terrifiantes, mais pas d'une répression linguistique. Tout à fait. Et le phénomène est intéressant à signaler parce qu'il se reproduit d'une façon cyclique, d'une façon identique. Et c'est ce qui fait que nous dégageons là une sorte de loi générale. Ainsi, par exemple, pour en terminer avec le grec, et pour souligner ce que vous dites, c'est que pendant longtemps, les empereurs romains ont continué à parler le grec, alors que la langue véhiculaire était le latin. C'était supposé le latin, oui. Oui, et supposé le latin. Puis il était plus ou moins matiné ou créolisé de toutes sortes de langues locales. Et également, toute la classe, toute l'élite a continué à parler grec. C'était très chic de parler le grec, c'était un signe distinctif. Ensuite, à partir du développement du christianisme, c'est-à-dire du concile de Nicée, au début du IVe siècle, le latin va devenir la langue officielle par l'Église. Par les l'Église. catholiques qui croient ça. Exactement. Tous les conciles se déroulent en grec jusqu'au concile, au premier concile tenu par les catholiques seuls, qui est le premier concile du Latran. Tous les conciles les conciles de Lyon et de Latran sont en latin, mais jusqu'à cette époque-là, les conciles œcuméniques sont en grec. Jusqu'à quelle époque donc? Jusqu'au 8e concile œcuménique, au rétablissement au 9e siècle, jusqu'au 9e siècle, les conciles œcuméniques se déroulent en grec, avec des textes en latin, pour ceux qui ne comprennent pas. L'empire byzantin, que nous appelons byzantin, a le latin comme langue officielle jusqu'au 6e siècle, je crois, et puis petit à petit l'usage du grec. Enfin, il y a 36 exemples sur cette question qui vous semble cher, mais on pourrait sûrement en trouver d'autres. Je sais que ce que vous cherchez à rappeler aux auditeurs de Lumière 101 et à d'autres, c'est que les pouvoirs politiques n'ont jamais, jusqu'à l'époque moderne, ne se sont jamais préoccupés d'imposer véritablement leur langue. Absolument. Et le latin va rester langue officielle de l'Église très tard, jusqu'au XVe ou XVIe siècle, et langue diplomatique, puisque les rois, les princes utilisent principalement comme collaborateurs des clercs. Oui. Il est très fréquent de trouver un évêque ou un archevêque comme Premier ministre, même jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, en France, 1789, les premiers ministres sont pratiquement toujours des cardinaux. Ou en tout cas, il y a beaucoup. Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Voilà. Et cela est tellement vrai que, par exemple, au XVe siècle, la Bretagne, qui est encore un pays indépendant, sa langue de communication, sa langue diplomatique avec l'Angleterre est le latin.
Des fois, les Anglais nous écrivent en français, mais c'est à mourir de rire. Et au sein du duché de Bretagne, où, comme vous le soulignez, une partie, la moitié, Une fois de plus. une partie des Bretons n'ont jamais parlé leur langue nationale, mais parlaient gallo qui s'apparente au Voilà, français. tout à fait. Il y a deux parties en Bretagne, et il y a la partie qui a été bretonnante jusqu'à mon enfance, et même au-delà, qui grosso modo correspond à la moitié ouest du pays, et la partie est a toujours parlé une langue romane, qui a évolué au fil des siècles. Aujourd'hui, c'est le français. Voilà, la langue officielle du duché était laquelle? Alors, à ce moment-là, on ne parle pas de langue officielle, bien entendu, le terme n'existe Les pas encore, mais il actes n'empêche qu'il y a une langue officielle, celle qui sert aux actes de la cour et aux actes du gouvernement. Le dernier duc qui est parlé breton s'appelle Alain Ferjean. Je crois qu'il siégeait à Quimper, qui est en pleine Bretagne bretonnante. Et puis la cour au XIe, XIIe siècle s'est transportée à Nantes, puisque Nantes est bretonne depuis le IXe siècle, ne l'oublions pas, IXe siècle, c'est une date, et la langue va devenir le français. Il y a quand même jusqu'au XIIe ou XIIIe siècle une bonne partie des actes qui sont rédigés en latin, ce qui est vraiment un problème pour les historiens comme moi, puisque je ne suis pas latiniste, et de plus en plus, le français devient la langue officielle des correspondances diplomatiques, des traités, à partir, disons, du XIIe et XIIIe siècle. Pourquoi? Parce que Nantes est un pays de langue romane, et par conséquent, les ducs parlent la langue du pays, qui devient celle de communication avec Paris, enfin avec la cour française, et avec un certain nombre d'autres cours européennes. Voilà. Et alors, il y a une autre époque que l'on oublie souvent, c'est que pendant un siècle ou un peu plus, le français qui se répand en Europe a été en concurrence avec l'italien. En effet, les guerres d'Italie ont rempli d'admiration les Français, et ça ne les a pas empêchés de faire quelques dégâts de toutes les manières, et de piller les palais, les églises, etc., et de ramener beaucoup de chefs-d'œuvre en France. Mais il n'empêche qu'on a été ébloui par cette civilisation merveilleuse, et la cour et les gens chics, comme nous le disions tout à l'heure pour la cour des empereurs à Rome, va se mettre à parler italien. Par exemple, Louis XIV, on l'ignore, parlait très bien l'italien. Mais à sa femme, il parlait l'espagnol. C'est probablement, oui. Ouais, je ne sais pas s'il lui parlait beaucoup. Quand il lui parlait, j'allais le dire. Cette pauvre Marie-Thérèse, effectivement, son mari ne lui parlait pas souvent. Mais par contre, il la visitait souvent. Parce que vous savez que, et ça c'est constant dans le métier de roi, c'est qu'ils ont fait, presque tous, leur métier de géniteurs royaux. Ça, c'est assez remarquable. Regardez François Ier qui avait épousé Claude de France, qui était petite et laide et qui grossissait à vue chaque jour. Eh bien, son mari, François Ier, lui rendait visite toutes les nuits. Il avait beaucoup de mérite. Et il lui a fait, je crois, 7 enfants en moins de 10 ans. Il fallait le faire. Il avait une bonne santé aussi, d'ailleurs. Donc, l'italien, à la cour de France, pendant quelque temps, on va parler l'italien. Et lorsque le Bernin, le célèbre architecte, viendra à Paris, appelé par Louis XIV, il refusera de parler le français. Je ne sais pas s'il le pratique, mais il estime en tout cas que les autres doivent savoir parler l'italien, comme aujourd'hui les Anglais refusent de nous parler souvent en français parce qu'ils pensent que leur langue est plus astucieuse et plus intelligente. Donc, c'est avec Louis XIV. Là aussi, encore, il n'y a aucune pression de la part des Italiens pour que leur langue soit parlée en dehors de chez eux. D'ailleurs, ils n'ont aucun moyen de pression, puisque l'Italie ne sera unie qu'au XIXe siècle, et ils n'ont aucune armée capable de s'imposer ailleurs. C'est une affaire spontanée dans laquelle les princes n'interviennent pas. Alors, Louis XIV, à l'époque de Louis XIV, donc, on va assister à un épanouissement de l'art français dans tous les domaines, architectural, pictural, musical, et le rayonnement de l'art français va atteindre toute l'Europe. Nous avons dit une autre fois que les Français ont cru pendant longtemps que ce sont les qualités intrinsèques du français qui l'ont imposé à l'extérieur. Ce n'est pas exact. C'est que sous Louis XIV et un siècle ou un siècle et demi plus tard encore, la France regroupe près de la moitié de la population de l'Europe,
elle a des armées qui sont puissantes, elle a une diplomatie qui est partout, ses commerçants sont partout, et par conséquent, la langue utilitaire, celle